L'amiral William Carter était assis dans la salle de conférence faiblement éclairée de l'US Valiant, dernier vaisseau humain à l'intérieur de l'espace du Conseil galactique. Il roula des épaules pour apaiser la tension qui s'était accumulée lors de la dernière série de négociations. La lumière bleue des écrans holographiques projetait des ombres sur les visages fatigués de la délégation humaine. 3 mois de négociations n'avaient abouti à rien. L'ambassadrice Diane Ellis tapota son stylet sur le bloc-notes devant elle. La dernière proposition de l'ambassadrice du Celteri s'afficha à l'écran. Elle exigeait le désarmement humain sans offrir aucune garantie de protection. C'était pire qu'insultant. C'était dangereux. Il nous croit désespérés, murmura Ellis à Carter. Il pense que nous n'avons pas d'autre choix que d'accepter. Carter hocha légèrement la tête. Et vous, ambassadeur, qu'en pensez-vous? Je crois que nous sommes arrivés au bout de la diplomatie, répondit-elle d'une voix ferme, malgré son épuisement. Nous avons fait 17 propositions différentes. Ils les ont toutes rejetées. Les délégués étrangers, assis de l'autre côté de la table, continuèrent leur discussion dans différentes langues, leur traducteur créant un léger bourdonnement de fond. L'ambassadeur exalté, à la peau argentée et aux 4 bras, gesticulait avec emphase en s'adressant à un représentant de la Confédération Ardani. « Ils divisent déjà nos territoires », observa Carter. « Oui, acquiesça Ellis. Ils le font depuis le premier jour. » Le lieutenant Frank Miller s'approcha avec une tablette de données sécurisée. « Monsieur, les dernières nouvelles du pays. Le commandement terrestre a terminé les préparatifs de l'opération Homeward. » Carter examina les informations et passa la tablette à Ellis. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, puis son expression se transforma en une résolution sereine. Elle hocha la tête presque imperceptiblement. La décision qu'ils envisageaient depuis des semaines était enfin prise. Carter se leva, sa chaise raclant le sol. Le son interrompit les conversations extraterrestres, introduisant un silence immédiat dans la pièce. Tous les regards se tournèrent vers l'amiral humain, certains curieux, d'autres méfiants. Distingué délégué du Conseil galactique, commença Carter d'une voix ferme et claire. Depuis 3 mois, nous négocions de bonne foi. Nous avons proposé des compromis. Nous avons fait preuve de patience. Les rides du visage de l'ambassadeur de Tseltari s'aplatirent, ce que les humains avaient senti compris comme une expression d'irritation. Amiral Carter, si votre délégation a besoin de plus de temps pour examiner nos généreuses conditions, nous n'avons pas besoin de plus de temps, l'interrompit Carter. Nous avons besoin d'un traitement équitable. Nous avons besoin de la reconnaissance de la souveraineté humaine. Nous avons besoin de respect mutuel. Ellis se leva pour se tenir à ses côtés. La Fédération de la Terre unie se retire officiellement de ces négociations de paix. Nous allons retourner dans l'espace humain immédiatement. Des voix extraterrestres s'élevèrent de la salle. Les tentacules des représentants de Médusan se tordirent et en d'agitation. Les 4 yeux du conseiller militaire tauréen clignèrent rapidement. L'ambassadeur Tseltari frappa la table d'une de ses 4 mains. « C'est scandaleux. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Regardez-nous », répondit simplement Carter. Ellis rassembla ses documents avec calme et efficacité. « Notre vaisseau diplomatique quittera votre station d'ici 1 heure.
Nous espérons pouvoir regagner notre vaisseau en toute sécurité. » La délégation humaine commença à sortir de la pièce. L'agent de sécurité Olivia Murphy prit position près de la porte, la main posée nonchalamment près de son arme de poing. Les extraterrestres ne firent aucun geste pour les arrêter. Cette décision aura des conséquences, comme l'avait annoncé l'ambassadeur Seltari. Carter s'arrêta sur le seuil et se retourna. Oui, ce sera le cas, mais pas seulement pour nous. Alors que les portes se refermaient derrière eux, un silence stupéfait s'abattit sur les délégués extraterrestres. Dans le couloir, Ellis marchait au même rythme que Carter, tandis qu'il se dirigeait vers la baie d'amarrage. « Ils pensent que nous bluffons, » dit-elle doucement. « Ils nous trouvent faibles, » corrigea Carter. « Une puissance mineure qu'ils peuvent intimider et d'exploiter. Combien de temps avant qu'ils ne réalisent de leur erreur ?» L'expression de Carter resta sombre tandis qu'ils atteignaient le sas où attendait leur navette. « Je leur donne une semaine avant que les conséquences économiques ne se fassent sentir. 1 mois avant que tout leur système ne commence à s'effondrer. Et puis, ils reviendront en rampant à la table des négociations, » dit Carter. « Mais la prochaine fois, ce sera nous qui fixerons les conditions. » La délégation humaine embarqua dans la navette, laissant derrière elle un conseil qui avait commis une grave erreur de calcul. L'ère de la soumission humaine était révolue. L'ère de la force humaine allait commencer. Le lieutenant Olivia Murphy se tenait à son poste sur la passerelle du Valiant. Ses doigts parcouraient rapidement les commandes du réseau de défense, tandis que l'imposant vaisseau de guerre se détachait lentement de la station orbitale du Conseil galactique. La lueur bleue des lumières d'amarrage de la station s'estompa à mesure qu'il s'éloignait. « Réseau de défense à pleine puissance », annonça Murphy. « Aucune arme n'est braquée sur nous pour l'instant », acquiesça le capitaine Jason Monroe depuis son siège de commandement. Son visage a été impassible, mais ses jointures étaient éteintes blanches là où il agrippait les accoudoirs. « Maintenez-nous prêts jusqu'à ce que nous ayons quitté le système. » Derrière eux, la navette diplomatique transportant l'ambassadrice Ellis et son équipe approchait de la baie d'amarrage du Valiant. Le petit vaisseau paraissait minuscule dans l'immensité de l'espace. « La navette demande l'autorisation d'amarrage », dit l'officier de communication Ryan Peters. « Accepté », répondit Monroe. « Prévenez-moi quand l'ambassadeur sera à bord. » Murphy observa le capteur se déplacer prudemment. Des dizaines de vaisseaux extraterrestres sillonnaient l'espace animé autour de la station du Conseil. Mais aucun ne changea de cap pour intercepter le Valiant. Soit ils témoignaient une petite politesse aux humains, soit ils étaient simplement stupéfaits par ce retrait soudain. « Monsieur » cria Peters. « Nous recevons de multiples appels du Conseil. Ils exigent que nous reprenions les négociations. » L'expression de Monroe se durcit. Aucune réponse. Est-ce que tout le monde est là? « Oui, monsieur », confirma Peters. La navette était la dernière. Tout le personnel humain est à bord. Le copilote Ben Collins s'est approché du siège du commandant de bord avec une tablette. L'ambassadrice Ellis annonce que son équipe est en sécurité. L'opération Homeward est prête à démarrer sur votre ordre. Monroe prit une grande inspiration. C'était l'instant qui allait changer la place de l'humanité dans la galaxie. Il n'y aurait plus de retour en arrière. « Cap sur le point de saut !» ordonna-t-il. « Vitesse maximale !» Les puissants moteurs du Valiant
ronronnèrent plus fort tandis que le vaisseau s'éloignait de la station du Conseil. Sur l'écran principal, la structure extraterrestre rapetissait. « Capitaine, » dit Peters avec surprise, « je surveille les fréquences du Conseil. » Un silence total règne sur leurs canaux officiels concernant notre départ. « Ils pensent que nous bluffons, » observa Murphy depuis son poste. « Ils comprendront bien assez tôt que nous ne bluffions pas. » Le Valiant continua d'accélérer, s'enfonçant plus profondément dans l'espace. 20 minutes plus tard, ils approchaient du point de saut du système, l'endroit où leur propulseur plus rapide que la lumière pouvait s'activer en toute sécurité. « Point de saut dans 2 minutes », annonça l'officier de navigation Steve Grant. Monroe se leva de sa chaise. « Envoyez le message codé au commandement de la flotte. Dites-leur que l'opération Homeward commence maintenant. » Peters hocha la tête et envoya la transmission. Le signal atteindrait la Terre dans quelques heures, déclenchant le retrait coordonné de tous les moyens humains de l'espace du Conseil. « Message envoyé, monsieur. » « Une réponse des vaisseaux du Conseil ?» demanda Monroe. Murphy vérifia à nouveau ses écrans. « Non, monsieur. Ils nous regardent simplement partir. » Monroe se dirigea vers l'avant de la passerelle et fixa l'écran. Le point de saut se trouvait devant, une région de l'espace qui ressemblait à n'importe quelle autre, mais qui serait leur porte d'entrée. « Ils sont devenus trop dépendants de nous, » dit-il doucement. « Ils ne s'en rendent même pas encore compte. »« Point de saut dans 30 secondes !» cria Grant. L'ambassadrice Ellis entra sur la passerelle, toujours vêtue de sa tenue diplomatique officielle. Son visage trahissait la tension de mois de négociations infructueuses, mais son regard était clair et déterminé. « Capitaine, » dit-elle en saluant Monroe d'un hochement de tête. « Le Conseil a-t-il pris des mesures pour nous arrêter? »« Aucune, » répondit Monroe. « Ils pensent toujours qu'il s'agit d'une tactique de négociation. » Ellie sourit légèrement. « Lorsqu'ils réaliseront le contraire, leurs économies en ressentiront déjà les effets. »« Point de saut dans 5 secondes, » annonça Grant. 4, 3, 2, 1. Les étoiles sur l'écran s'étirèrent en lignes lumineuses, tandis que le Valiant entrait en voyage à une vitesse fulgurante. Le système du Conseil disparut derrière eux. « Faites passer un message à tous les services », ordonna Monroe. « Nous rentrons. » Dans tout l'espace du Conseil, le départ silencieux avait commencé. En route pour la maison. Dans tout l'espace du Conseil, le départ silencieux avait commencé. Partout, les vaisseaux humains reçurent leurs ordres codés et commencèrent leurs préparatifs de départ. Telle une marée descendante, la présence humaine à travers la galaxie commença son recul, laissant un vide là où régnait autrefois commerce, science et coopération. Le Conseil allait bientôt comprendre ce que signifiait ce vide. Le haut conseiller Zed Toril de la Confédération Ardani ouvrit la session d'urgence. Ses doigts longs et fins pressèrent de carillons cérémoniels qui ouvraient les réunions du Conseil depuis plus de 3 siècles. Le bruit résonna dans la grande chambre, mais ne parvint guère à apaiser les discussions animées. Des représentants de 20 civilisations spatiales emplissaient la salle. Leurs voix s'élevaient, créant une tempête de bruit que l'acoustique de la salle n'était pas conçue pour supporter. « À l'ordre !» cria Zed Toril, sa voix amplifiée par les haut-parleurs. Le Conseil reprend ses travaux. Peu à peu, le bruit s'estompa. Les délégués regagnèrent sur leur place, même si beaucoup continuaient à chuchoter avec insistance à leurs assistants.
Nous sommes ici pour parler du retrait humain des négociations, commença Zeth Toril. Cela fait 3 jours que leur délégation est partie. Nous devons décider de notre réponse. Le délégué Voskir de la hiérarchie médusienne se leva de son siège. Ses tentacules ondulaient d'agitation tandis qu'il parlait. Les humains ne peuvent pas simplement se retirer, insista-t-il. Leurs mondes détiennent des ressources essentielles dont dépendent nos économies. Nous devons envoyer une flotte pour les ramener à la table des négociations. Plusieurs délégués affirmèrent leur accord. D'autres semblaient incertains. Une flotte, demanda le représentant de l'Union Solara. Est-ce que sage, les humains sont des partenaires commerciaux pacifiques depuis des décennies. Ils sont primitifs, répondit Voskir d'un ton dédaigneux. Leurs vaisseaux ne font pas le poids face à nos forces combinées. Du côté militaire, une voix bourrue interrompit le débat. Peut-être devrions-nous considérer nos exigences comme excessives. Le silence se fit. Le conseiller militaire Krell, un taurien grisonnant dont l'épaisse peau était couverte de cicatrices de guerre, prenait rarement la parole lors des discussions politiques. Quand il le fit, même ses ennemis l'écoutèrent. Les tauréens étaient connus pour être les plus grands guerriers de la galaxie. Ils contredisaient rarement la majorité du Conseil. Excessif. L'ambassadeur Seltari avait chuchoté le mot. Nous leur avons offert protection en échange d'un désarmement total, souligna Krell. Aucune espèce n'accepterait de telles conditions. L'ambassadeur de Tseltari se leva de son siège, les avant-bras exprimant la frustration. Leurs armes sont inférieures. Leurs vaisseaux sont primitifs. Ils devraient être reconnaissants de notre protection. Les 4 yeux de Krell clignèrent lentement. Il parcourut la salle du regard avant de répondre. Nos renseignements suggèrent que les capacités militaires humaines ont été largement sous-estimées, dit-il prudemment. Sans leur coopération, imposer notre volonté pourrait s'avérer coûteux, et la voix de l'ambassadeur Seltari était emplie de mépris. Combien de vaisseaux possède-t-il comparé à nos flottes combinées? 100, 200. Les chiffres ne disent pas tout, répondit Krell. Ils ont développé leur technologie à toute vitesse. Alors pourquoi? Demanda l'ambassadeur exultant avec un sourire narquois. Votre commandant de flotte a-t-il refusé d'engager le combat au départ du Valiant? Le silence se fit total dans la salle. Tous se tournèrent vers Krell. Le conseiller militaire tauréen se leva lentement. Sa silhouette massive dominait les autres délégués. Parce que, dit-il doucement, mon commandant de flotte a signalé des relevés énergétiques inhabituels provenant du Valiant. Des relevés suggérant des capacités d'armes bien supérieures à celles que nous supposions aux humains. Des murmures parcoururent la salle. Zeth Toril leva la main pour réclamer le silence. Suggérez-vous que les humains ont dissimulé leur véritable puissance militaire? Demanda-t-il. Je suggère, répondit Krell, que nous en savons moins sur les humains que nous le pensions. Ah, oh, ouah, ah. Le conseiller économique, un petit lingot à la peau bleu vif, prit la parole depuis son siège. Nous ne sommes pas seulement confrontés à des préoccupations militaires. 3 exploitations minières humaines dans le secteur Centauri ont fermé hier. Les marchés des matières premières affichent déjà des hausses de prix significatives. Ils reviendront, insista l'ambassadeur de Tseltari.
et les prix augmentent. Ils reviendront, a insisté l'ambassadeur de Tseltari. Ils ont plus besoin de nos marchés que nous de leurs ressources. Le lingot secoua la tête. Notre analyse suggère le contraire. 15% des matériaux essentiels à la construction navale proviennent de l'espace habité, 30% des éléments composés médicaux et plus de 40% des métaux des terres rares utilisés dans les technologies de communication. Zed-Toril regarda la salle d'un air grave. Combien de temps avant que ces pénuries n'affectent nos économies? Elles le sont déjà, répondit le lingot. Le crédit galactique a chuté de 8% par rapport au crédit terrestre aujourd'hui. Si cela continue, il ne termina pas sa phrase. Il n'en avait pas besoin. La salle explosa en conversations inquiètes. Zed-Toril frappa de nouveau le carillon pour rappeler à l'ordre. Peut-être, suggéra-t-il prudemment, devrions-nous reconsidérer notre position dans les négociations. L'ambassadeur de Tseltari le fusilla du regard. Tu apaiserais ces humains. Fais preuve de faiblesse. J'empêcherais une crise économique, répondit Zed-Toril avec fermeté. Et j'éviterais une confrontation militaire potentielle que nous pourrions perdre. Les premières fissures dans le front uni du Conseil contre l'humanité commençaient à apparaître. La capitaine marchande Samantha Wright ordonna à son équipage de terminer le chargement de la cargaison à l'avant-poste de Proxima Centauri. Le spatioport grouillait d'activité, les travailleurs humains évoluant rapidement et efficacement. Les élévateurs de fret vrombissaient dans les quais de chargement. Les conteneurs de stockage étaient scellés et sécurisés dans la cale de son vaisseau, l'Horizon Runner. Autour d'eux, des scènes similaires se déroulaient, tandis que les vaisseaux humains se préparaient au départ. L'urgence était palpable, mais pas de panique. Chacun suivait les protocoles répétés à maintes reprises. Dans 30 minutes, nous quittons l'orbite, annonça Samantha sur le système de communication du vaisseau. Sa voix résonna dans les couloirs et les soutes. Finissez le chargement et préparez-vous au départ. Son premier officier, Eric Bennett, et préparez-vous au départ. Son premier officier, Eric Bennett, s'approcha avec une tablette numérique. Son visage, habituellement enjoué, était sérieux. « Nous avons reçu la transmission codée, dit-il doucement. Tous les vaisseaux humains se retirent de l'espace du Conseil. » Wright hocha la tête sans surprise. Elle attendait cet ordre depuis que les négociations avaient échoué, des mois auparavant. « Et les stations frontalières ?» demanda-t-elle. L'expression de Bennett devint sombre, s'assombrissant à mesure que nous parlons. Wright jeta un coup d'œil autour du spatioport animé. Plusieurs marchands extraterrestres observaient l'activité humaine avec confusion. Ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait. « Et nos contrats commerciaux avec les Bullions ?» demanda-t-elle. « Suspendus, comme tous les autres accords, » répondit Bennett. Le commandement terrestre était clair. Nous ne laisserons rien derrière nous qui puisse servir de moyen de pression. Wright soupira. Elle avait passé des années à tisser des liens avec les commerçants de tout ce secteur. Des années de travail envolées en un instant, mais elle comprenait la nécessité. Dites à l'équipage qu'ils ont 20 minutes pour régler leurs affaires personnelles. Ensuite, nous scellons le vaisseau. Bennett hocha la tête et s'éloigna pour transmettre les ordres. Wright se dirigea vers le hublot et observa la section extraterrestre du spatioport. Il serait étrange de ne plus revoir ces mondes, peut-être avant des années. De l'autre côté du spatioport, une délégation extraterrestre s'approcha des bureaux administratifs humains.
Elle était, elle était dirigée par un commerçant médusant nommé Faclor, qui faisait affaire avec Wright depuis plus de 5 ans. Capitaine, appela Bennett derrière elle. L'autorité portuaire demande pourquoi tous les vaisseaux humains demandent simultanément leur autorisation de départ. Dites-leur qu'il s'agit d'exercices de routine de la flotte, répondit Wright. C'est la version officielle. Dans tout l'espace du Conseil, la même scène se reproduisit. Les marchands humains cessèrent brusquement leurs négociations commerciales. Les missions scientifiques rappelèrent leur personnel. Les opérations minières cessèrent sans préavis. Les relais de communication se turent un à un. Dans le système Rigel, le docteur Alan Peterson supervisa l'évacuation du centre de recherche humaine. 30 années de coopération scientifique ont pris fin lorsque son équipe a emballé le matériel et les échantillons. Ne laissez rien d'important derrière vous, a-t-il rappelé à son équipe. Si on ne peut pas le déplacer, il faut l'effacer. Son assistante, Karen Mills, s'est approchée, l'air inquiet. L'équipe scientifique d'Ardeny demande à vous parler. Ils veulent savoir pourquoi nous partons. Peterson a secoué la tête. Dites-leur que c'est temporaire. Un réétalonnage des instruments. C'est un mensonge, dit Mills à voix basse. C'est ce que le commandement terrestre nous a ordonné de dire, répliqua Peterson. La vérité viendra plus tard. La présence humaine, autrefois ancrée dans la civilisation du Conseil, s'est dissipée avec une rapidité et une coordination alarmantes. Telle une marée descendante, l'humanité s'est retirée des rivages extraterrestres. Sur la planète frontalière de New Eden, le gouverneur colonial Paul Jackson observait le départ du dernier transport civil pour l'espace terrestre. La colonie humaine, autrefois très fréquentée, était déserte derrière lui. Seule son équipe de sécurité était restée. « Monsieur », rapporta son assistant, « les représentants du Conseil exigent des explications. Ils menacent d'impliquer leurs militaires. » Jackson hocha la tête. « Laissez-les faire. Le temps qu'ils décident quoi faire, nous serons partis. » Il se tourna vers son chef de la sécurité. Activez le protocole final. Dans toute la colonie, les lumières s'éteignirent tandis que les systèmes électriques étaient coupés. Les boucliers de défense s'effondrèrent. Les réseaux de communication devinrent silencieux. À l'arrivée des forces du Conseil, elles ne trouveraient que des bâtiments vides. Aucune technologie à récupérer. Aucun humain à questionner. Le silence se répandit sur la galaxie comme une vague. Toutes les heures, un autre avant-poste humain s'éteignait. Un autre vaisseau disparaissait des systèmes de suivi du Conseil. Un autre accord commercial s'effondrait. Et pourtant, le Conseil ne parvenait pas à saisir l'ampleur réelle de la situation. Gregory Allen, PDG du consortium minier martien, était assis dans son bureau, surplombant le vaste paysage martien. À travers les vitres blindées, il pouvait observer les gigantesques opérations minières qui avaient fait de Mars le cœur industriel de l'espace humain. D'immenses excavatrices parcouraient la surface rouge, récupérant les ressources qui alimentaient autrefois les économies humaines et extraterrestres. Allen examinait les dernières projections du marché sur son écran d'ordinateur avec une satisfaction croissante. Les écrans holographiques suivaient les prix des matières premières dans l'espace humain, affichant tous de fortes tendances à la hausse.
Sa conseillère financière, Patricia Rodriguez, entra dans le bureau avec une tablette de données neuves. Le prix de l'iridium avait triplé depuis hier, rapporta-t-elle en lui tendant la tablette. Le palladium et les terres rares suivent la même tendance. Alan hocha la tête, étudiant les graphiques, les chiffres et les monnaies du conseil. Rodriguez esquissa un sourire crispé, en chute libre face au crédit terrestre, comme nous l'avions prédit. Alan se leva et se dirigea vers la fenêtre. Mars avait toujours été l'épine dorsale de l'industrie humaine, mais elle allait désormais devenir bien plus que cela, le fondement de l'indépendance humaine. Avons-nous obtenu tous les contrats avec les colonies extérieures ? Demanda-t-il. Oui, confirma Rodriguez. Chaque colonie humaine a accepté le nouvel accord d'approvisionnement. Nous sommes désormais totalement autonomes. Le plan était en préparation depuis des années. Pendant que les diplomates parlaient de paix, des chefs d'entreprise comme Allen s'étaient préparés à l'éventualité d'une séparation. De nouvelles chaînes d'approvisionnement avaient été mises en place. Des sources alternatives pour les matériaux critiques avaient été développées. La capacité de production avait été augmentée. Qu'en est-il des contrats militaires ? Demanda Allen. Tous exécutés avant la date prévue, Rod le prévoit, répondit Rodriguez. La nouvelle flotte sera entièrement équipée d'ici un mois. Alan hocha la tête avec satisfaction. Nous avons donc fait notre part. Sur des dizaines de mondes du Conseil, les chaînes de production des usines ont commencé à s'arrêter, les matières premières humaines cessant d'arriver. Des composants essentiels, des moteurs de vaisseaux spatiaux aux équipements médicaux, sont devenus introuvables, presque du jour au lendemain. Dans la capitale de la planète natale des Médusiens, le directeur de l'usine, Kelvor, observait le quai de chargement vide, où les vaisseaux de transport humains accostaient habituellement. « Quand arrivera la prochaine cargaison ?» demanda-t-il à son officier logistique. « Non, » répondit-il. « Tous les transports humains sont rentrés sur leur territoire. Aucun nouveau chargement n'est prévu. »« C'est impossible !» insista Kelvor. « Nous avons des contrats. Nous avons des accords. Des contrats qui n'ont plus aucune valeur, » dit l'officier logistique d'un ton sombre. « Sans matières premières, la production s'arrêtera dans 3 jours. » Des scènes similaires se sont produites dans les locaux du Conseil. Des usines ont fermé. Des ouvriers ont été renvoyés chez eux. Des produits finis n'ont pas été livrés faute de composants. Dans le centre financier du Conseil, les analystes ont travaillé toute la nuit, produisant des projections de plus en plus alarmantes. Le crédit galactique, stable depuis des siècles, a entamé un déclin précipité face à la monnaie humaine. Le directeur financier du collectif bancaire Tseltari, Neville R., a convoqué une réunion d'urgence de l'autorité financière galactique. « Cette situation ne peut durer », a-t-il déclaré aux dirigeants financiers réunis. Si le retrait humain se prolonge au-delà de 2 semaines, nous serons confrontés à la pire crise économique de l'histoire du Conseil. Ils reviendront certainement à suggérer un banquier d'Ardanie. Ils ont besoin de nos marchés. Vraiment ? A demandé Nevlar. Nos dernières analyses suggèrent que les humains se préparent donc à cette séparation depuis des années. Leur économie est conçue pour fonctionner de manière indépendante. Sur Terre, la secrétaire au commerce Lisa Owen a présenté les dernières données économiques au président Harry Chen.
Tous les indicateurs économiques sont positifs, a indiqué Owen. Nos marchés ont pleinement absorbé le choc du retrait. De fait, de nombreux secteurs connaissent une croissance sans précédent, a acquiescé le président Chen. Et les économies des conseils se contractent rapidement, a répondu Owen, en particulier dans les industries de haute technologie dépendantes de nos matières premières. Le crédit galactique a chuté de 20% par rapport au nôtre en seulement 5 jours. Combien de temps faudra-t-il avant qu'il soit contraint de revenir à la table des négociations demanda Chen. Owen réfléchit attentivement. Au rythme actuel du déclin, 2 semaines, peut-être moins pour certaines espèces. La présidente Chen se tourna vers la grande carte de l'espace humain affichée au mur de son bureau. Ce qui paraissait autrefois insignifiant comparé au vaste territoire du Conseil représentait désormais la plus grande force de l'humanité, son indépendance. À leur retour, dit-elle, nous fixerons les conditions. L'amiral de la flotte Nickel Jordan examina l'affichage holographique indiquant le positionnement des flottes défensives terrestres. L'opération de retrait massif s'était déroulée sans accroc, toutes les ressources humaines étant désormais sécurisées derrière le nouveau périmètre défensif. Le centre de commandement bourdonnait d'activité, les officiers surveillant les mouvements des navires du Conseil près de la frontière. Jusqu'à présent, aucune action agressive n'avait été menée, juste des patrouilles et une surveillance accrue. Rapport de situation, ordonna Jordan. Le commandant Daniel Taylor s'approcha, muni d'un bloc de données. Tous les vaisseaux civils avaient terminé leur retrait de l'espace du Conseil. Le dernier avant-poste de recherche du secteur Proxima était hors service. Nous sommes à 100% de nos capacités de rappel. Jordan hocha la tête, satisfait de l'efficacité de l'opération. Ce qui semblait une tâche impossible il y a quelques mois seulement avait été accompli sans une seule victime. Et notre ligne défensive? Parfaitement établie, confirma Taylor. 5 groupes de flotte positionnés à des points stratégiques le long de la frontière. Système d'alerte précoce activé. Les nouvelles plateformes de défense automatisées sont opérationnelles. Système actif. Les nouvelles plateformes de défense automatisées sont opérationnelles. L'écran holographique s'est déplacé pour montrer le réseau de plateformes de défense qui formait désormais une barrière invisible entre l'espace humain et le reste de la galaxie. Chaque plateforme était équipée de systèmes d'armes et de capteurs avancés, créant un mur défensif difficile à franchir pour toute flotte. La délégation taurienne demande un passage sûr vers la Terre, a rapporté Taylor. Leurs attachés militaires souhaitent discuter de leurs préoccupations de sécurité mutuelle. Jordan haussa un sourcil. Les Tauréens rompent déjà les rangs. Intéressant. Les Tauréens étaient connus pour être les plus grands guerriers de la galaxie. S'ils cherchaient des pourparlers séparés, cela suggérait que le front uni du Conseil était déjà en train de s'effondrer. Dois-je accéder à leur requête? Demanda Taylor. Jordan réfléchit un instant. Oui, mais avec une escorte limitée. Je veux leur montrer quelque chose. Leur montrer quoi? Amiral. Jordan sourit légèrement. La vérité. Pendant ce temps, au centre de commandement militaire du Conseil, une réunion d'urgence avait été convoquée. Le ministre de la Défense de l'Exaltar Imperium, Grelmas, se tenait devant les chefs militaires rassemblés, sa peau argentée reflétant la lumière crue. Nos renseignements étaient erronés, admit-il à contre-cœur. Complètement erronés.
Le silence retomba dans la salle. L'exaltar admettait rarement ses erreurs. « Expliquez-vous », ordonna le commandant de la flotte Ardanie. Grelness activa un écran holographique montrant la frontière humaine. Nous avons détecté des signatures énergétiques inhabituelles dans l'espace habité. Nos sondes ont identifié d'immenses chantiers navals qui ne figuraient sur aucune de nos cartes. L'écran a zoomé pour révéler des installations orbitales autour de plusieurs planètes et lunes en territoire humain. Des chantiers navals cachés, demanda l'amiral médusant. Combien? 23, répondit Grelnaz d'un ton sombre, produisant des navires de guerre à une vitesse étonnante. Nos précédentes estimations des capacités militaires humaines étaient erronées d'un facteur 3. Les chefs militaires du Conseil échangèrent des regards inquiets, et leur développement technologique n'a pas été aussi statique que nous le pensions, poursuivit Grelmas. Ces nouveaux vaisseaux affichent des relevés énergétiques compatibles avec des systèmes de propulsion et d'armes avancées. À quel point? Demanda le représentant tauréen d'une voix calme. Comparables aux nôtres, admit Grelnas. Dans certains cas, peut-être même supérieurs. L'amiral médusien frappa la table de son tentacule. Impossible, ce sont des primitifs. Des primitifs qui nous ont trompés, répondit calmement le taureau. Tout en nous montrant une technologie obsolète, il développait de nouveaux systèmes en secret. De retour sur Terre, le vaisseau de la délégation taurienne s'approcha du périmètre défensif humain sous escorte. Depuis la passerelle de son vaisseau, l'attaché militaire taurien Krell observa les défenses humaines de ses 4 yeux. Impressionnante, fit-il remarquer à son assistant. Bien plus étendu que ne le laissaient entendre nos renseignements. Le vaisseau d'escorte humain les interpella. Délégation taurienne, nous avons reçu pour instruction de vous faire visiter nos systèmes défensifs extérieurs avant de rejoindre la Terre. L'amiral Jordan estime que cela pourrait éclairer vos discussions. Les yeux de Krell clignèrent, exprimant la surprise taurienne. Ils veulent nous montrer leur défense. Volontairement? Ce pourrait être une tromperie, suggéra son assistant. De fausses démonstrations pour nous intimider. Peut-être, songea Krell, ou peut-être sont-ils suffisamment confiants pour que ce que nous voyons importe peu. Alors que leur vaisseau s'enfonçait dans l'espace habité, Krell observa les imposantes plateformes de défense, les patrouilleurs, et enfin, en orbite autour de Mars, les chantiers navals. Des dizaines de vaisseaux de guerre en construction, chacun plus grand et plus redoutable que tout ce que le Conseil avait cru les humains capables de construire. « Envoyez un message au Conseil », ordonna Krell à son assistant. « Dites-leur que nous avions tort. Dites-leur que nous devons reconsidérer notre approche envers les humains. Ils ne le croiront pas », prévint son assistant. L'ancienne ambassadrice Diane Ellis venait de s'installer dans son nouveau bureau au ministère de la Défense lorsque son assistant, Andrew Parker, frappa à la porte. Ellis leva les yeux de la pile de rapports qu'elle examinait. Son nouveau titre de conseillère spéciale du président s'accompagnait d'une montagne de paperasse. « Oui, Andrew ?» demanda-t-elle. « Il y a un visiteur inattendu », dit Parker, visiblement surpris. « L'ambassadeur Ardeni demande une rencontre officieuse. » Ellis posa son bloc-notes. Cela arrivait plus tôt que prévu. La pression économique devait frapper plus fort que prévu. « Faites-les entrer », dit-elle calmement, « mais enregistrez tout. » Parker hocha la tête et partit. Un instant plus tard,
Il revint avec l'extraterrestre grand et élancé. L'Ardanie avait la peau bleu pâle et se déplaçait avec une grâce naturelle que les humains trouvaient souvent fascinante. Cette Ardanie-là, l'ambassadeur Telmar, avait été l'une des voix les plus raisonnables dans la salle du Conseil. L'une des voix les plus raisonnables dans la salle du Conseil avait été l'ambassadrice Telmar. Ellis la salua en se levant. C'est inattendu. L'Ardanie s'inclina légèrement. Ancienne ambassadrice Ellis. Merci de me recevoir sans rendez-vous. Ellis désigna une chaise. Veuillez vous asseoir. Qu'est-ce qui vous amène sur Terre? Aux dernières nouvelles, toute communication officielle entre les humains et le Conseil avait été suspendue. L'Ardenie s'installa dans le fauteuil, repliant soigneusement ses longs membres. Ceci n'est pas une visite officielle du Conseil. Je suis ici uniquement au nom de la Confédération Ardenie. Ellis haussa un sourcil, mais ne dit rien. Elle attendit patiemment. Mon gouvernement souhaite exprimer ses regrets quant à l'inflexibilité du Conseil. L'extraterrestre commença prudemment. Nous pensons que les négociations ont pris une tournure regrettable. C'est une façon de le dire, répondit Ellis. Exiger notre désarmement complet sans offrir de réelle protection était plus que regrettable. C'était insultant. La peau de l'Ardanie changea légèrement de couleur, signe de gêne. Oui, c'est pour ça que je suis ici. Peut-être des négociations séparées, hors de la surveillance du Conseil. Ellis se renversa dans son fauteuil. Suggérez-vous que la Confédération Ardanie romprait avec la position du Conseil? Si nécessaire, a admis l'ambassadeur, notre économie ne peut pas supporter une séparation prolongée des marchés humains. 3 de nos principaux centres de production ont déjà fermé leurs portes faute de matériaux. Des approches similaires ont été observées dans l'espace humain. Sur Mars, l'attaché militaire Torian Krell a rencontré le ministre de la Défense, Jack Wilson. Sur Alpha Centauri, des représentants commerciaux de Meduson arrivèrent au lac pour discuter avec la gouverneure coloniale Suzanne Martinez. Sur la station spatiale Arcturus, des dirigeants financiers boliviens cherchèrent à rencontrer des responsables bancaires humains. La tendance était claire. Des offres bilatérales émanaient de différentes espèces du Conseil, chacune cherchant à défendre ses propres intérêts, tandis que la position du Conseil uni s'effondrait. Dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, la présidente Laura Harrison a rencontré ses principaux conseillers. La grande table de conférence était entourée des dirigeants du gouvernement de la Terre, tous concentrés sur les derniers développements. 6 espèces distinctes ont demandé des négociations individuelles, a rapporté le secrétaire d'État Victor Lee. Toutes figuraient parmi les voix les plus modérées du Conseil. Et l'exalté, a demandé le président Harrison. Maintenant toujours la ligne dure, a répondu Lee. Mais ils sont de plus en plus isolés. Leur économie est en chute libre. Leurs alliés militaires les abandonnent un à un. La secrétaire à la au commerce, Lisa Owen, a ajouté « Nos projections économiques suggèrent qu'ils ne pourront pas tenir plus de 2 semaines. » Leur base industrielle dépend trop des ressources humaines. Le président Harrison hocha la tête et se tourna vers Ellis. « Quel est votre avis, Tian ?» Ellis réfléchit attentivement avant de répondre. « Ils sont désespérés, mais essaient de ne pas le montrer. Chaque espèce défend désormais ses propres intérêts.
Le front uni du Conseil se disloque exactement comme nous l'avions prédit. Et votre recommandation? Envisager des traités individuels, mais uniquement avec ceux qui reconnaissent notre souveraineté et notre droit à la légitime défense, suggéra Ellis. Expliquez clairement que toute relation future doit être fondée sur le respect mutuel et l'égalité. Le président Harrison se leva et se dirigea vers la fenêtre, donnant sur les jardins de la Maison-Blanche. Le poids de sa décision affecterait la place de l'humanité dans la galaxie pour les générations à venir. Très bien, décida-t-elle. Nous nous adresserons au Sénat de la Terre cet après-midi. Nous examinerons des traités individuels, mais seulement avec ceux qui reconnaissent notre souveraineté et notre droit à l'autodéfense. Elle se retourna vers ses conseillers. L'époque de la soumission humaine est révolue. Désormais, nous négocions d'égal à égal. Rien de moins ne sera acceptable. Dans la salle, des hochements de tête affirmaient leur accord. Le pari qu'ils avaient pris en quittant le Conseil s'avérait plus payant que quiconque n'aurait osé l'espérer. 6 mois après le retrait humain, la salle du Conseil galactique était nettement plus vide. Là où 27 espèces s'étaient autrefois réunies pour discuter des affaires galactiques, il n'en restait plus que 19. Les autres avaient signé des traités distincts avec l'humanité, se retirant du Conseil au passage. Le conseiller du Haut Conseil, Z. Torrell, observa la salle, se souvenant de sa saturation avant le début de la crise. Des sections entières étaient désormais vides, témoignage visible de leur mauvaise évaluation de la situation. Nous allons maintenant discuter de la dernière proposition humaine, annonça Zeth Torrell aux délégués restants. Il lut le document qui lui était présenté. Reconnaissance officielle de la Fédération de la Terre unie comme puissance souveraine. Retrait de toutes les demandes de désarmement. Établissement d'accords commerciaux équitables, fondés sur des avantages mutuels. Pacte de non-ingérence militaire. Réparation pour les sanctions économiques imposées lors des négociations précédentes. La Chambre est restée silencieuse. Il y a 6 mois, de telles conditions auraient suscité l'indignation et le rejet. À présent, les délégués semblaient simplement fatigués et découragés. Nous n'avons guère le choix, admit l'ambassadeur Seltari, sa voix autrefois fière désormais adoucie. Son espèce avait le plus souffert du retrait humain. 3 de leurs mondes coloniaux étaient menacés de famine en raison de l'effondrement des chaînes d'approvisionnement. Leur économie avait chuté de 30%. Notre civilisation risque un effondrement économique si cela continue, a-t-il ajouté. Les humains contrôlent trop de ressources essentielles. Sur Terre, l'amiral William Carter et la secrétaire d'État Diane Ellis ont examiné la réponse du Conseil dans la salle de crise de la Maison-Blanche. La présidente Laura Harrison, assise au bout de la table, écoutait attentivement. Ils ont accepté nos conditions, a noté Ellis en levant les yeux de son ordinateur. Tous sans modification. Carter hocha la tête sans surprise. Leur économie ne pouvait pas supporter un isolement prolongé de l'espace humain. Ils ont résisté plus longtemps que prévu, honnêtement. Le président Harrison étudia l'affichage holographique montrant la nouvelle réalité politique de la galaxie, où autrefois le Conseil dominait. Une nouvelle alliance centrée sur l'humanité s'imposait désormais comme une puissance égale. 8 anciennes espèces du Conseil
s'étaient alliés à la Terre pour former la coopérative de Turin, une nouvelle entité politique fondée sur les principes de souveraineté et de respect mutuel. « Allons-nous accepter leur reddition ?» demanda Harrison. Ellis secoua la tête. « Pas de reddition, Madame la Présidente. Un nouveau départ, une relation plus égalitaire. Alors, cette fois, mais nous négocierons en force, ajouta Carter. Plus de concessions. N'acceptons plus que ce que nous méritons. Le président Harrison hocha la tête. Préparez une délégation pour retourner dans l'espace du Conseil. Mais assurez-vous qu'elle comprenne. Les choses seront différentes désormais. 2 semaines plus tard, une flotte de vaisseaux humains s'apprêtait à quitter l'orbite terrestre. Contrairement au vaisseau unique qui avait quitté l'espace du Conseil 6 mois plus tôt, c'était une démonstration de force. 5 navires de guerre escortaient le vaisseau diplomatique. Le capitaine Jason Monroe se tenait sur le pont du Valiant américain, observant la navette diplomatique s'amarrer à son vaisseau. L'ambassadeur Martin Wells, récemment nommé chef de la délégation humaine, voyagerait à bord du Valiant vers la planète natale du Conseil. Bien différent de la dernière fois, observa le lieutenant Olivia Murphy depuis son poste. Monroe hocha la tête. La dernière fois, nous étions partis la queue entre les jambes. Cette fois, nous revenons égaux. Ou peut-être même plus qu'égaux, suggéra Murphy. Lorsque le Valiant et sa flotte d'escorte arrivèrent sur la planète natale du Conseil, ils reçurent un accueil bien différent de celui de 6 mois auparavant. Une garde d'honneur composée de vaisseaux de diverses espèces les escorta jusqu'à la station d'amarrage. Des représentants du Conseil les attendaient pour les accueillir lors d'une cérémonie officielle. Dans la salle du Grand Conseil, désormais vide de 8 sections représentant les espèces, ayant rejoint la coopérative terrienne, l'ambassadeur Wells présenta la position humaine. « Nous ne venons pas en suppliants, mais en partenaires », déclara-t-il aux délégués réunis. Non pas comme une puissance mineure à contrôler, mais comme une nation souveraine à respecter. Le haut conseiller, Zeth Toril, acquiesça d'un hochement de tête. La galaxie a été irréversiblement transformée par vos actions, ambassadeur Wells. Nous avons tiré une leçon difficile, mais nécessaire. « Et quelle est-elle » demanda Wells. « La véritable force ne réside pas toujours dans les armes ou les flottes, » répondit Zeth Toril, « mais dans le courage de renoncer à un mauvais accord. Résolus à faire cavalier seul si nécessaire, nous avons sous-estimé l'humanité à tous les niveaux. » Alors que les vaisseaux humains se préparaient à reprendre leurs échanges avec les mondes du Conseil, une nouvelle réalité s'est installée dans la galaxie. Non par la guerre ou la conquête, mais par la détermination et l'unité. L'humanité était passée du statut de puissance mineure à celui de force dominante de la politique galactique. Le simple fait de partir avait tout changé.